Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode coulisses au sens large et on va parler notamment de parcours pédagogique puisque comme tu l'as vu peut-être dans la newsletter ou sur Instagram, j'ai pris une décision, je vais en parler après, d'arrêter quelque chose chez Bien dans ta boîte et ça a été le début, on va dire, cette décision d'une refonte du parcours pédagogique de Bien dans ta boîte et donc aussi d'un repositionnement. Alors c'est pas un gros repositionnement, c'est pas un virage à 180 degrés, mais il y a quand même pour arriver à ce nouveau parcours pédagogique c'est pas français, vous avez compris, j'ai dû faire un petit travail quand même de repositionnement, la cible, le positionnement, la promesse, blablabla, vous connaissez la chanson. Et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont formateurs, formatrices, donc ça peut vous intéresser, j'imagine, de discuter de la question de la création des parcours pédagogiques. Et puis il y en a plein parmi vous qui, sans que ce soit forcément leur cœur de métier d'être formateur, formatrice, mais ils ont des offres de formation. Et donc et puis même pour les autres, vu que voilà, comme il y a un petit travail de repositionnement, je me suis dit que ça pouvait intéresser plein de gens, et puis vous viendrez prendre ce qu'il y a à prendre. Bon, je vais pas m'étaler trois plombes sur la décision de base, parce que vous en avez sûrement déjà entendu parler. J'imagine que si vous écoutez le podcast, il y en a beaucoup parmi vous qui doivent traîner également sur Instagram ou qui sont abonnés à la newsletter. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller dans la description pour vous abonner au compte Instagram. Comme ça, on est là au quotidien, ensemble, en story et compagnie, ou à la newsletter. Je l'envoie 2 fois par mois. Bref. Pour les autres, pour celles et ceux qui éventuellement sont passés à côté, la décision qui a été prise, c'est celle d'arrêter le coaching individuel chez Bien dans ta boîte. Donc le coaching tel que vous l'avez connu, en tout cas chez Bien dans ta boîte depuis presque 7 ans. En tout cas, en février 2026, ça aurait fait 7 ans. Et c'est terminé. Donc, j'ai pris cette décision qui était dans un espèce d'état de pourrissement depuis des mois où, voilà, je sentais que c'était fini. Disons-le comme ça, je sentais que c'était fini, je sentais que c'était plus à cette place-là que j'avais envie de servir, en tout cas plus de cette manière-là. J'ai eu souvent, plein de fois, envie en séance de vous dire c'est pas ta faute. Ne passe pas ton temps, ton argent et ton énergie à te demander si en fait il faut que tu changes de mindset, de croyance, je sais pas quoi, que ton émotion, si tu la ressens à 9 sur 10 au lieu de 7 sur 10, je sais pas. Bon, qu'on soit bien clair, je l'ai dit dans une newsletter antérieure quand j'ai annoncé l'arrêt du coaching, je ne suis pas du tout en train de dire que ce travail d'accompagnement individuel ne sert à rien, je ne suis loin de là, vraiment loin de là. Je suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas le faire côté bénéficiaire ou côté praticien-praticienne, loin de là. C'est un travail que moi-même j'ai fait plutôt du côté de la thérapie que du coaching, peu importe, mais je veux dire à titre individuel et qui m'a véritablement changé la vie. Je suis pas du tout en train de dire que ce travail-là ne sert à rien. Je suis en train de dire que la manière dont je le pratiquais et de l'exercer, c'est plus la manière qui est ok pour moi de le faire, en tout cas pour l'instant. Voilà, donc ça c'était la décision numéro 1. Et donc, comme tu t'en doutes, suit cette décision donc du coup maintenant, qu'est-ce qu'on fait comment on se présente, comment on se définit, enfin dans l'autre sens plutôt, comment on se définit et du coup comment on se présente, qu'est-ce qu'on propose, et puis évidemment le business plan aussi qui change, puisque bien entendu c'est quand même la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc vous voyez, il y avait toutes ces questions-là. Voilà, donc je vais vous faire grâce de tout le détail du positionnement dans les coulisses du parcours pédagogique, je vais l'évoquer, ok, mais je vais vous épargner toutes les réflexions. En revanche, ce par quoi il faut que je commence, c'est de vous dire, désolé pour la team YouTube, vous me voyez regarder moi, c'est parce que j'ai mes notes sous le nez pour pas que j'oublie de vous dire des trucs. En gros, j'ai pris cette décision et donc suite à ça, j'ai passé un nombre d'heures incalculable à réfléchir du coup à tout ce que je viens de vous évoquer. Et donc je me suis dit bon, là il n'est pas question de faire un lifting, il faut faire un travail de fond. Et donc il va falloir se poser plein de questions. Les premières questions que je me suis posées, c'est qu'est-ce que du coup j'ai vraiment envie de transmettre si je n'ai plus envie de transmettre par le coaching ou de cette manière-là. Mais alors du coup, qu'est-ce que je veux transmettre? Je veux le transmettre à qui? Je veux le transmettre pourquoi? Et je veux le transmettre comment du coup, puisque c'était ça surtout la question. Donc du coup, j'ai commencé. Première grande étape et première grande partie de cet épisode, et ça va me permettre de parler au fur et à mesure du positionnement, du travail du positionnement aussi.
ce que je voulais dire sur le positionnement, c'est que je vais pas vous détailler toutes mes conclusions sur le positionnement, sur l'identité de marque, sur le wording, machin. Vous irez tout voir sur le site est à jour, biendanstaboîte.fr, il est également dans la description. Si ça vous intéresse d'aller voir comment ça a été changé, vous regarderez ça tranquillement. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle du cheminement, du process. Hein. Donc, première chose, la clarification. Déjà, clarifier. C'est-à-dire, quand j'ai décidé d'arrêter du coup le coaching de Bien dans ta boîte, je savais que le cœur de mon travail, c'était pas juste d'accompagner des gens, c'est que je veux vraiment transmettre une lecture critique du travail indépendant et des systèmes dans lesquels il se matérialise. Ça, jusque-là, ça va. Sauf que du coup, je suis à un moment où je me dis, bon, ok, alors du coup, on a la formation niveau 1, on a la formation niveau 2, on arrête le coaching, on a le podcast, on a les streams avec Thomas, on a les reacts tout seul, on a les reacts avec Alexis. Il y a trop de trucs. Il y a trop de choses. En tout cas, il fallait clarifier, quoi. Donc vraiment, mon premier travail, c'était, ce qui est d'ailleurs ce qu'on fait quand on retravaille des pivots, hein, des repositionnements. Donc le premier chantier auquel je me suis attelée, ça a été de clarifier le rôle de Bien dans ta boîte, c'est-à-dire qu'est-ce que Bien dans ta boîte n'est pas. Donc j'ai commencé plutôt par la négation. Retenez bien ça, puisqu'on va en reparler tout le long, puisque en fait, la manière dont la trame avec laquelle j'ai pensé le parcours pédagogique, à savoir de la dialectique, vous avez déjà entendu parler de ça, dans le matérialisme dialectique notamment. Je m'en suis aussi servi pour le positionnement. Et la première étape de la dialectique, alors pas chez les matérialistes, chez les idéalistes, chez Hegel notamment, c'est la négation. Je reviendrai après, vous embrouillez pas avec des histoires de dialectique, d'accord? Donc déjà, le premier truc, c'est la négation, c'est-à-dire, je me suis posé la question, qu'est-ce que Bien dans ta boîte n'est pas, qui je n'accompagne pas, qu'est-ce que je ne résous pas, blablabla, ok? Étape de négation. Je vous la fais courte, hein, je vous la fais long story short parce que si je vous fais tout le positionnement ça va être long. En gros, je me suis posée pour dire ok, concrètement, Bien dans ta boîte, il y a un truc de l'école, ok, il y a un truc de la formation. Mais ce n'est pas une école de coaching, au sens mainstream de la chose. Vous voyez, ce n'est pas un institut psycho, ce n'est pas business school, école de commerce ou je ne sais quoi. Bibi, qui vous parle, n'est pas coach. Elle n'est pas psy et elle n'est pas coach business ou business mentor. Donc une fois que j'ai évacué les trucs que ça n'était pas, par négation, la deuxième étape de la dialectique, c'est la conservation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se conserve une fois qu'on a fait cette étape de négation. Donc Bien dans ta boîte, c'est un espace de formation, effectivement, et aussi un espace de supervision critique, puisque ça, je vous en parlerai après, c'est arrivé, pour les pros de l'accompagnement et pour les travailleurs indépendants, travailleuses indépendantes d'une manière générale, où on apprend à penser sa pratique, à lire les logiques qui traversent cette pratique et à exercer avec lucidité. Très bien. Donc, bon, je vous la fais longue story short, hein, parce que sinon c'est très long. Mais donc, déjà, bonne première étape de fait. Et donc, le truc que je voulais vous dire à cette étape-là, c'est que l'obsession que j'ai eue pour cette étape-là de clarification du positionnement, et puis du coup, encore une fois, hein, qui pose toutes les bases du parcours pédagogique qui va suivre, c'est le langage. Hein. Je vous l'ai dit plein de fois dans l'été, en story, sur le podcast, en newsletter, etc. Ce qui est compréhensible s'énonce clairement. Donc, je me suis poussée dans mes retranchements pour traquer la moindre formulation idéaliste qui manquerait de clarté ou qui semblerait tomber du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, il y a plein de fois où j'ai pondu des choses et où j'ai su repasser après en me disant c'est pas clair. Alors c'est pas que c'était pas clair, si vous voulez. C'est que je me suis dit, tout le truc va être pensé de manière matérialiste, dialectique. Le premier mot-clé, c'était quand même matérialiste. Alors, venez pas me chipoter les marxistes dans les commentaires. Vous avez raison, le matérialisme dialectique n'est pas un matérialisme à proprement parler. Enfin, en tout cas, le marxisme est un dépassement de la contradiction idéalisme-matérialisme. Mais vous comprenez ce que je veux raconter, c'est concrètement faire la chasse à des mots, comment dirais-je, c'est pas qu'ils veulent rien dire, c'est pas ça. C'est que ils tombent du ciel, vous voyez. Je parle concrètement dans nos milieux à nous, à des mots comme aligné. Ok, je t'accompagne à te sentir aligné. Vous voyez, ça veut pas rien dire, se sentir aligné. Mais c'est quand même très idéaliste comme truc. C'est-à-dire se sentir aligné à quoi? Qui, quand, comment, vous voyez. Donc, se sentir mieux. Vous voyez, je t'accompagne à te sentir mieux.
Mais par rapport à quoi? Vous voyez? Donc, en fait, j'ai traqué, non pas... alors, évidemment, les trucs qui étaient pas clairs et qui voulaient rien dire. Bon, ça, évidemment. Mais également, vous voyez ce genre de termes que nous, on utilise beaucoup dans nos milieux, qui sont pas faux, c'est pas du tout ça le sujet. C'est que du coup, ils sont contradictoires avec... Leur utilisation est contradictoire avec l'épistémologie qui sous-tend mes accompagnements et qui va sous-tendre tout le parcours pédagogique. Vous voyez? Donc il y a vraiment eu un très très gros travail de philosophie, très très gros travail d'épistémologie depuis 1 an à peu près, et que du coup, à chaque fois je vous casse les pieds avec ça, mais pardon, j'ai un rappel qui a sonné. À chaque fois je vous casse les pieds avec ça, mais c'est histoire d'épistémologie machin. Mais en fait c'est important parce qu'encore une fois c'est votre toile blanche, ok? C'est le châssis de la toile et la toile blanche qui est dessus. Et après dessus vous allez peindre. Sauf qu'en fait avant de vous occuper de savoir si vous peignez à la gouache, à l'aquarelle, en bleu, en vert, en jaune, faudrait peut-être savoir dans quel cadre on peint et sur quelle toile de fond, vous voyez. Et donc évidemment ça c'est très important parce qu'en fait une fois que j'ai clarifié ma toile et mon cadre, ça m'a permis voilà effectivement de traquer toutes ces incohérences parce que je vais utiliser après du vocabulaire ou du langage qui est pas faux en soi, mais qui est contradictoire avec mon épistémologie sous-jacente et qui du coup va donner un truc déjà pour moi pas clair, c'est-à-dire je vais avoir du mal à l'expliquer, je vais avoir du mal à tout faire, je vais faire entrer des ronds dans des carrés en fait à un moment donné. Et pour les gens qui visitent ton site, ta page de vente, je ne sais quoi, ils ressentent. Alors évidemment, ceux qui sont vraiment connaisseurs du sujet vont repérer et vont nommer ces contradictions, ok? Pour celles et ceux qui sont pas balèzes en épistémologie, machin, évidemment, ils vont pas dire « Ouh là là, dis donc !» quand même, pour quelqu'un qui a une trame matérialiste, dialectique, je trouve que ce verbe-là, il est quand même un petit peu essentialiste. Bon, ok, mais ça se ressent. Tu vois, tu lis quand même la page de vente et tu sens qu'il y a un truc qui est pas clair. Donc tout ça pour dire que toutes ces formulations qui étaient trop compliquées à définir dans mon épistémologie, elles seront difficiles à expliquer, donc elles seront difficiles à comprendre pour la cible, punto. Donc je ne vais pas proposer de se sentir mieux, je ne vais pas proposer de se sentir aligné. D'ailleurs, by the way, je me permets de rappeler, parce que je le dis souvent en formation pour les pros de l'accompagnement, quand toute votre promesse repose là-dessus, j'ai envie de dire bravo le veau, c'est votre travail, non? Enfin, je sais pas, moi, si vous êtes coach perso et que vous dites, moi ma promesse c'est que tu te sentes mieux, bah oui, enfin ce qui est évident ne s'énonce pas. Donc bon, soit. Bon bref. Donc voilà, j'ai évacué, je me suis reprise plein de fois. Non, c'est pas aligné, c'est pas se sentir mieux, c'est pas se transformer, c'est plus en tout cas. Tout ça, c'est comprendre les conditions concrètes dans lesquelles on travaille, on agit et on pense pour pouvoir exercer avec lucidité et avec assurance. Voilà qui est clair. Et comme c'est clair, et bien du coup découle tranquillement, mais naturellement, la structuration de ce fameux parcours pédagogique en 4 niveaux, du discernement qui est le niveau 0 jusqu'à la supervision qui est le niveau 3. À chaque étape, je vais faire la même logique, c'est-à-dire comprendre, exercer, penser. Nous pouvons donc maintenant rentrer, maintenant que j'ai parlé un tout petit peu de la méthode du positionnement, même si voilà, je vous l'ai faite courte, à la deuxième partie, à savoir comment j'ai pensé ce fameux parcours pédagogique. Alors, une fois que j'ai eu fait tout mon positionnement, encore une fois je vous l'ai fait courte, hein, mais j'ai un long notion sur la question avec le positionnement, la cible, je regarde un peu mon notion, qu'est-ce que j'ai là voilà, cohérence d'ensemble, le résultat de l'étude de marché, parce qu'évidemment je suis passée par le traditionnel Google Form, hein. La cible, promesse, pilier de l'entreprise, posture de marque, différenciation, mission, vision, machin, bref, vous connaissez la chanson, ok. Donc une fois que tout ça a été posé et mis au clair, on est parti pour cette histoire de parcours pédagogique. Alors en gros, pour structurer ce parcours pédagogique, deuxième partie de notre épisode, je vais évoluer avec 2 pensées concomitantes, on va dire ça comme ça. La première, c'est de garder en tête comment j'apporte des réponses et des solutions aux problèmes de ma cible. Jusque-là, classique shit. Et la deuxième pensée que j'ai eue en parallèle de la première, c'est comment je fais pour articuler ce parcours pédagogique pour qu'il soit utile, pour qu'il soit cohérent et pour qu'il soit
soit conséquent, c'est-à-dire au sens pour qu'il produise des conséquences sur les élèves. Donc étant donné que pour le positionnement, j'ai fait, comme je vous le disais, ce gros travail épistémologique afin d'avoir un discours qui soit clair, qui soit cadré, vous voyez, je me suis dit que du coup cette épistémologie, elle est le socle de l'entreprise, elle est le socle, en fait elle est le socle de ma pensée, du coup elle est le socle de l'entreprise, du coup elle est le socle du positionnement, et donc elle doit être, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi le socle de ce parcours pédagogique. Bon, en fait l'idée c'est que je voulais que cette épistémologie ne soit pas juste le socle des formations en tant que telles, même si c'est aussi le cas, c'est-à-dire que les formations aussi vont être pensées comme ça, mais qu'elle soit le socle de l'architecture du parcours en tant que tel. Okay. Donc, on va travailler avec ce principe simple que tu vas reconnaître si tu t'intéresses à la dialectique. Je me suis dit, ok, il faut que chaque niveau, le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Okay. Les niveaux 1, niveau 2, vous les connaissez. Hein. Le niveau 1, c'est la formation posture, elle ne change pas. Il y aura sûrement 2-3 réajustements, mais elle ne va pas changer. La formation niveau 2, vous la connaissez, c'est ma formation systémique, accompagnée avec une vision systémique, qui va sûrement bouger de un ou deux trucs, mais qui globalement va pas bouger. Okay. Donc c'était rajouter le niveau 0, rajouter le niveau 3. La question, c'était chaque niveau doit nier, conserver et dépasser le précédent. Okay. Il faut que le niveau 1 nie le niveau 0, conserve quelque chose du niveau 0 et le dépasse. Idem pour le niveau 2 et gna. Okay. Donc voilà, pour les hegeliens de l'assistance, vous avez reconnu la dialectique d'Hegel. Vous allez me dire, Hegel est un idéaliste et pas un matérialiste. Je sais. Vaut mieux un idéaliste honnête qu'un matérialiste opportuniste, n'est-ce pas? Pour celles de ceux qui reconnaîtront l'auteur de ce genre de propos. Traduction, parce que là, il y en a sûrement qui sont en train de se dire « Oh là là, c'est quand même très abstrait tout ça. » Traduction. Je me suis dit, mon socle épistémologique, c'est du matérialisme dialectique. Okay. On pourrait vulgairement résumer le dépassement des contradictions par le choix réactionnaire, le choix conservateur, le choix progressiste. C'est des choses dont je vous ai déjà parlé. Chez Hegel, il y a quelque chose de très intéressant. Enfin, il y a plein de choses qui sont très intéressantes chez Hegel, mais j'aimais bien ce truc de négation, conservation, dépassement. Okay. En tout cas, je me suis dit, ça va être applicable à ma partie formation. Donc, l'idée, c'est de le penser un peu de manière hegelienne. C'est-à-dire, il faut que le parcours pédagogique ni conserve, dépasse. Il faut que, c'est-à-dire que les niveaux entre eux fassent ça. Et qu'à l'intérieur de chaque niveau, il faut que le niveau 1, par exemple la formation posture que vous connaissez bien, parce que je vous en parle depuis des années, entre le démarrage et la fin de la formation posture, en fait, je vous fais passer par une négation, puis une conservation, puis un dépassement. Il faut nier des choses, voir ce qu'on en conserve, dépasser la contradiction. Etc. Okay. Et après, chaque journée de formation est pensée aussi par négation, conservation, dépassement. Donc la traduction concrète dans le parcours pédagogique, ça a été de me dire, il faut qu'on commence par comprendre le monde dans lequel on exerce, ça sera notre niveau 0, c'est le niveau du discernement. Puis on apprend à exercer dans ce monde-là, poser un cadre, clarifier sa place, comprendre les enjeux concrets des séances, enfin bon, bref, la formation posture, tu la connais quoi. Ensuite, on élargit la focale ou la fractale d'ailleurs pour ceux qui connaissent bien Hegel, du niveau 2, ok, c'est-à-dire que là on s'occupe dans cette formation niveau 2 de savoir lire les systèmes, lire les rapports de pouvoir, lire les structures qui traversent les pratiques, ok, la formation systémique. Et niveau 3, on pense ensemble, c'est la supervision critique, c'est le recul collectif. C'est le soutien entre pairs. En gros, ce que je veux construire avec ce parcours pédagogique, c'est pas de proposer une énième école, entre guillemets, d'accompagnement de plus. C'est un espace de pensée matérialiste, dialectique du métier, où on relie les vécus intimes aux structures sociales et réciproquement, CF mes épisodes précédents, sans réduire l'un à l'autre. Okay. On ne veut pas tomber dans une vision, dans un apport individualiste. Okay. C'est pas, non, l'individu peut pas tout, non. Mes bénéficiaires, les vôtres, vous-même, moi-même, l'individu ne peut pas tout, mais de ne pas tomber dans une vision structuraliste de eh bien il n'y a que les structures qui peuvent y faire, et puis voilà, écoute, ma foi, si t'as pas de bol, tu feras bien avec. Bon. Troisième partie de cet épisode et de ce que je voulais vous dire, la clarté. Alors,
Bon, c'était quand même un bon casse-tête, hein, ce travail-là. Comme je vous le disais, j'ai vraiment passé des jours et des jours et des jours avec mes notes d'épistémologie, avec des tableaux Notion, avec des schémas de parcours dans un sens, des plombs d'heures à discuter de ça avec Alexis pour essayer de voir est-ce qu'il vaut mieux faire de telle manière ou de telle autre. Ou... Bon, mais, ça m'a confirmé plusieurs choses que j'enseigne tout le temps, de travailler sur cette histoire-là. La première, retenez ça si vous êtes en train de travailler sur des trucs plus ou moins similaires, ce qui est compréhensible s'énonce clairement. Je le dis tout le temps, je le répète, ce qui est compréhensible s'énonce clairement. Ce qui est aussi, d'ailleurs, soit dit en passant, un bon anticorps quand vous tombez sur des contenus d'entrepreneurs à succès ou de coach à succès ou je ne sais quoi, qui ne sont jamais capables de définir leur concept. Je dis ça pour celles et ceux qui sont sur le canal Instagram, vous voyez de quoi je parle, puisque j'enregistre ce podcast le lendemain d'une analyse d'un réel de David Laroche d'une histoire de stratégie de vente. Et donc je vous ai fait un petit tuto sur le canal Instagram, comment reconnaître un guignol de l'économie. Bon. Et donc, parmi ces analyses, il y avait le fait de bon Dieu, mais définissez vos concepts, on ne sait jamais de quoi vous parlez. Donc voilà, la première chose à retenir, ce qui est compréhensible s'énonce clairement. Le deuxième truc, c'est que l'épistémologie, c'est la base pour travailler tout le reste, puisque c'est elle qui va définir le cadre dans lequel vous vous inscrivez, dans lequel vous pensez, dans lequel vous travaillez. Okay. Si vous ne le faites pas par l'épistémologie au sens philosophique, travaillez votre cadre d'une manière générale, okay, pour qu'encore une fois, ce soit clair. Et si vous voulez tout piger cette histoire d'épistémologie, ça se travaille dans la formation niveau 1. Bon, là, la promo 10 vient d'attaquer, donc il faut attendre maintenant mars que la promo 11 attaque. Mais je vous mettrai le lien, par contre, dans la description pour vous inscrire sur la liste d'attente, si vous voulez. Parce que ça, c'est gratuit, c'est sans engagement, et ça permet d'être au courant de tout et de rien louper. Le troisième truc que je voulais dire, c'est que concevoir, c'est penser les conditions réelles d'un projet. Ce que je veux dire par là, c'est... à mon humble avis, méfiance un peu avec les conseils du type il faut rêver grand, il faut avoir beaucoup d'ambition, il faut se projeter, machin. Oui, certes, hein, je vais pas vous dire de pas avoir d'ambition, c'est pas moi qui vais dire ça, mais encore une fois, vous voyez, c'est ce genre de trucs qui sont c'est pas faux. Enfin, c'est pas faux. En même temps, la question c'est pas si c'est vrai ou faux, mais vous voyez, c'est pas méchant, c'est pas à côté de la plaque, c'est pas. Mais ça ne nous dit pas grand chose des conditions matérielles. Ça ne dit pas grand chose concrètement de quoi vous avez les moyens. À qui ça va s'adresser vraiment, cette offre ou votre entreprise ou que sais-je. Quelle forme permet la qualité du fond. Valeur d'usage, valeur d'échange. Hein. Je le rappelle, hein, pour celles et ceux qui s'intéressent en ce moment à ces sujets-là avec moi ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Vous pouvez avoir, ce qui est d'ailleurs souvent le cas dans nos milieux, un produit avec, enfin un service quoi, avec une valeur d'usage très forte, c'est-à-dire avec d'avoir un coaching ou une formation qui est très très bonne qualité, je n'en doute pas, dans lequel vous avez mis des heures et des heures et des heures et des centaines d'heures et beaucoup de connaissances et machin. Sauf que si une fois que c'est mis sur le marché, c'est-à-dire le mode de distribution, je rappelle, ce n'est pas un mode de production pour tous les guignols en économie qui vous confondent le capitalisme avec le marché, bref. Parenthèse fermée. Si une fois que vous avez mis votre formation ou coaching sur le marché, personne ne l'achète parce qu'ils ne vous trouvent pas ou parce qu'ils n'ont pas l'argent, tout simplement, hein, par exemple, ça veut dire, pour le dire en termes marxistes, la valeur ne se réalise pas. Ça veut dire que même si votre valeur d'usage elle est très très forte, vous avez sorti une très bonne formation, un très bon produit, bah, la valeur d'échange c'est peanuts. Donc il y a quand même 2-3 autres trucs questions à se poser. Notamment sur cette histoire de quelle forme permet la qualité du fond. Plutôt que de se dire oui, non, mais il faut rêver grand. Oui, mais ancré dans la matière quand même, hein, si possible. Hein. Ok. Bon. En gros, vous pouvez garder ce truc-là, surtout, je sais, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui a partagé que mon épisode sur le matérialisme dialectique, ça l'avait éclairé. Enfin, j'ai dit ça sur LinkedIn, si tu m'écoutes, je te fais coucou, j'ai oublié ton nom, je m'excuse. Le marxisme, des fois dans certains courants qui le présentent comme quelque chose de très mécaniste et donc présenté comme un matérialisme, le marxisme n'est pas un matérialisme, c'est un dépassement de la contradiction idéaliste-matérialiste. Et donc ce dépassement-là, vous pouvez vous le garder en tête là pour vos histoires potentiellement de positionnement, de repositionnement, de parcours pédagogique, etc. C'est-à-dire, ce sont vos idées qui vous mettent en mouvement, mais ce sont les conditions matérielles qui permettent ces idées ou qui ne les permettent pas, qui les concrétisent ou qui ne les concrétisent pas. Si ça vous paraît évident, tant mieux, mais sachez qu'il a fallu des siècles.
de philosophie pour arriver à ça, et que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein. Toujours pas. Bon, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, bon, alors, vous bossez votre positionnement, et bien, le conseil que j'ai à vous donner, c'est clarté, 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 pour vous, pour la communication, pour les clients-clientes, pour les bénéficiaires, pour les offres, pour ta tranquillité d'esprit, tout, ok. Essayons d'être un peu moins obsédés par chercher la super bonne idée et un peu plus obsédés par chercher le bon cadre d'action, parce que souvent c'est là que se débloque quand même de la clarté. J'avais mis dans la newsletter des exemples de tableaux que j'ai sur mon espace Notion pour vous illustrer tout ça, pour vous en toucher deux mots ici en audio ou en vidéo pour celles et ceux qui sont sur YouTube. En gros, par exemple, j'avais un tableau avec les différents niveaux, donc le niveau 0, 1, 2, 3, ok, le nom symbolique, le nom officiel, entre guillemets, que je mettrai après. Là, je m'étais occupée de ce nom symbolique. La fonction dialectique, du coup, par rapport à mon raisonnement, c'est est-ce que c'était un niveau de négation, de conservation, de dépassement ou praxis. Les offres principales, concrètement, qui auraient à ce niveau-là, et la cible, évidemment, que ça concernait. Bon. Pour vous toucher deux mots pour terminer cet épisode, où est-ce que j'en suis? Alors, moi, il me semble que plus j'ai avancé dans cette histoire-là, plus ça a fait la synthèse, en fait, dans ce que j'ai appris ces dernières années, c'est-à-dire de garder la rigueur des sciences humaines et sociales, de faire le travail de fond de philosophie politique, l'expérience de l'accompagnement, la nécessité d'un cadre pour penser et exercer d'ailleurs nos métiers. Il y a encore pas mal de taf, mais au moment où je te parle, le positionnement, il est fait, le business plan, il est fait, l'ingénierie pédagogique, elle est faite pour chaque niveau, c'est-à-dire les objectifs pédagogiques. Après, pour chaque niveau, j'ai fait les objectifs pédagogiques, j'ai fait le parcours, les promesses, les bénéfices, le type de transformation qui était visé, etc., etc. Le parcours pédagogique, il est pensé, il est même rédigé, il est même publié. Donc tu auras le lien dans la barre de description si tu veux aller voir du coup ce que ça donne. J'ai fait une page sur mon site pour que tout soit bien expliqué, cohérent, machin, et que ce soit clair. Le niveau 3 de supervision critique, il est pensé, il est publié lui aussi. Donc je te mets dans la description le lien vers ce niveau 3 si tu veux le découvrir, qui sera donc le niveau de supervision. Et donc il me reste à faire une très légère refonte des niveaux 1 et 2. Je suis dans le gros travail du niveau 0 qui, en toute honnêteté et toute transparence, est vraiment le plus difficile pour moi. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les niveaux d'expertise, de créer des niveaux d'expertise que les premiers niveaux. Je voudrais aussi préparer des ateliers satellites qui pourront graviter autour pour celles et ceux qui veulent creuser un sujet précis mais qui veulent pas forcément suivre un cycle en entier. Et puis après, il faudra mettre tout ça sur le site et faire une bêta-test du niveau 0. Bon, donc vous voyez, hein, d'ici là, on sera tranquillement fin 2025 et donc il sera temps de préparer 2026. Voilà. Bon, alors je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller voir. Avant de rendre le... Je sais pas comment on dit. J'allais dire rendre l'antenne, rendre le stream. Bon, bref, vous avez compris l'idée d'arrêter l'épisode. J'ai échangé avec une collègue par message qui a réagi à ce nouveau parcours pédagogique, d'accord, et qui est une collègue avec qui je travaille depuis des années, qui me connaît très bien, qui connaît très bien mon travail. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'était le truc de oh là là, voilà, tout ça se concrétise après des années à se dire réciproquement que philo et business n'avaient rien à faire ensemble. Et qu'en fait... au-delà du fait que j'ai jamais beaucoup cru à ça, évidemment, hein, pour toutes celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, mais je mesurais pas, on va le dire comme ça, je mesurais pas à quel point ça serait la base du truc. Alors, en fait, là, je vous le dis à voix haute et je me dis, mais en fait, c'est tellement évident que, encore une fois, ce qui est évident ne s'énonce pas, vous voyez, donc j'ai presque envie de même pas en parler dans un épisode de podcast parce que je me dis ça me paraît évident, mais en fait ça l'a pas été pendant longtemps, en tout cas pas assez, okay, et que voilà, moi je me suis passionnée pour ces sujets-là depuis le lycée à peu près, donc voilà, je faisais mon truc dans mon coin parce que ça m'intéresse, et en fait au fur et à mesure des années j'ai vu le truc se construire et se dire mais en fait c'était la base de tout. Et d'ailleurs je suis encore plus gonflée de dire ça que quand je faisais mes études de psycho à la fac de Grenoble, à la fin, j'ai été énervée, agacée de dire mais enfin comment vous pouvez former des professionnels des sciences humaines, là en l'occurrence psycho, alors qu'on n'a pas une heure de philo pendant tout ce parcours. C'est notre discipline maîtresse
à tous et toutes. Nous sommes tous là, fac sciences humaines et sociales. Nous sommes tous là, étudiants psycho, étudiants sociaux, étudiants sciences de l'éducation, blablabla. Alors évidemment, il y a des choses qui sont évoquées. Évidemment, un philosophe ici, un philosophe par là. Mais en fait, moi, je me rappelle sortir de la fac et me dire, mais, mais du coup, qui a raison? Est-ce que c'est les psychanalystes? Est-ce que c'est les TCCistes? Est-ce que c'est les humanistes? Est-ce que c'est les systémiciens? Mais parce qu'en fait, ce qu'ils nous avaient pas expliqué, c'est que ils sont pas d'accord. Ça, ils nous l'ont expliqué, parce qu'évidemment, la psychologie est une science très jeune, blablabla, bon bref, j'en ai déjà parlé, tout ça. Mais aussi, parce que ces courants de psychologie reposent sur des épistémologies qui ne sont pas d'accord entre elles, voire pour certaines qui sont profondément contradictoires. Et donc évidemment qu'en fait, tu peux pas tout faire tenir au même endroit, parce que ce qui se passe dessous, contradictoire. Bon. Et donc, tout ça pour dire que c'est toutes ces années qui ont permis cette construction épistémologique par la philo, par les sciences humaines, par les sciences sociales, par la politique, par etc. etc. Vous voyez. Mais vous pouvez le faire par d'autres choses. Hein. Vous avez plein d'épistémologies appliquées aux sciences, hein, par exemple. Hein. Aux sciences, au sens expérimental de la chose, vous voyez. Peu importe le vocabulaire que vous voulez mettre, mais en tout cas, l'importance de l'avoir, ce cadre-là, parce que là, d'un coup, oh là là, mon Dieu, ce que ça m'a simplifié la vie. Parce que d'un coup, il y a des choses qui découlaient en toute logique de, oui, forcément, voilà ton cadre. Et donc, il y a des choses qui découlent de ça, naturellement. Et là, vous voyez, si je bataille un petit peu en ce moment avec mon niveau 0, parce que c'est pas à côté de la plaque. C'est un carré. Donc, il rentre dans mon carré. Mais ça gêne un petit peu aux encournures, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'avantage d'avoir un cadre très clair, c'est que du coup, comme le niveau 3, par exemple, je l'ai sorti, ça découlait, c'était logique, c'était fluide, c'était simple, c'était efficace, je l'ai publié, j'ai eu des retours positifs, tout le monde il est bien, tout le monde il est content, vous voyez. Le niveau 0, je sens que je suis pas encore exactement pile poil, vous voyez, à ce que je veux faire. Et ça, c'est l'avantage d'avoir un cadre très clair. Parce que du coup, quand vous avez un cadre très clair, vous sentez quand il y a un truc qui ne l'est pas vraiment. Alors que si déjà votre cadre, c'est 2 bouts de ficelle attachés avec 4 trombones, il n'y a aucun problème à faire rentrer des trucs là-dedans qui sont pas clairs. Puisque de toute façon, le cadre ne peut tout contenir et rien contenir à la fois. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, allez, je m'étale pas plus là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous aura nourri le cerveau sur des questions de positionnement et ou de parcours pédagogique. En tout cas, c'était la première fois pour moi de penser le parcours pédagogique de manière si poussée, c'est-à-dire d'avoir vraiment une épistémologie, encore une fois, pour tout, pour la boîte, pour le positionnement. Je vais y arriver, je commence à fatiguer, je n'arrive plus à parler. Et pour tout le parcours pédagogique qui allait s'appliquer au parcours pédagogique et puis ensuite à chaque niveau entre eux et puis ensuite à l'intérieur de chaque niveau et puis ensuite à l'intérieur de chaque module et qui permet vraiment parce qu'il y a une vraie épistémologie de la transformation. Une épistémologie générale du coup, mais l'épistémologie générale dans nos métiers à nous, elle va permettre de répondre à ces questions-là. C'est qu'est-ce que l'humain pour vous, qu'est-ce que la transformation pour vous, qu'est-ce que c'est accompagner quelqu'un pour vous, etc. Toutes les choses qu'on voit justement dans la formation niveau 1, dans la formation à la posture. Et donc du coup, c'est parce que je me suis clarifiée de manière très nette sur comment je conçois le changement et comment je conçois la transformation. Peut-être d'ailleurs ça ferait un bon épisode de podcast, vous me mettrez sur Instagram ou dans les commentaires Spotify si vous pensez que c'est intéressant que je fasse un épisode là-dessus. C'est parce que je me suis mise au clair avec moi-même de ce qui était pour moi ma vision de la transformation et du changement, que du coup je peux appliquer ça à mes parcours de formation en me disant je pense que c'est comme ça qu'on évolue, je pense que c'est comme ça qu'on dépasse les dialectiques, je pense que c'est comme ça qu'on dépasse les contradictions, je pense que c'est comme ça du coup que les personnalités changent. Et donc du coup c'est ça que je veux donner dans mes formations et donc il faut que mes formations soient structurées de cette manière-là. Voilà, bon allez, sur ce je me tais parce que il faut que j'aille dans une séance de coaching parce que en train de terminer des suivis, donc il me reste quand même quelques séances à honorer. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Ciao ciao.